podcast. Il est la même. Au mouvement marxiste-léniniste. Souffle aborde une phase nouvelle. Nous en avions montré la nécessité, nous l'avions annoncée. Cette nécessité, depuis longtemps sentie, ne pouvait être concrétisée que par la clarification de nos objectifs, la précision de nos options et partant de la formation d'une équipe décidée à assumer entièrement ses responsabilités. Souffle, revue culturelle arabe du Maghreb. Voilà notre carte d'identité culturelle, la direction de notre bataille idéologique. L'écrit est acte, le poème arme, le débat assemblée. Dernier avertissement aux lecteurs consommateurs. À vous. Souffle a commencé comme une revue poétique et après est devenu un mouvement membre de Ilhamam. Donc il est devenu un mouvement de contestation frontale avec le pouvoir. À partir des années 70, il est devenu comme porte-parole de cette organisation qui s'appelle Ilhamam, en avant. Il deviendra la tribune idéologique et politique légale du mouvement marxiste-léniniste marocain. De revue poésique et littéraire, elle est devenue revue culturelle. Ensuite, elle s'est ouverte aux différents champs de la recherche scientifique sur le Maroc. Et puis, elle s'est ouverte aussi au combat politique et idéologique. Camarade, je m'adresse à l'homme en toi. Non pas l'homme châtré des morales, non pas l'homme de tes manuels ou des discours de l'ONU. Je m'adresse à l'homme en toi. L'homme à racines, l'homme à démence visionnaire, l'homme à orgasme, l'homme aux poings qui ne mâchent pas leurs doigts, l'homme à bistouri d'insoumission, ramassés en nappes de fiel magnétique, prêtes à vitrioler la face du génocide. Je m'adresse à l'homme en toi. L'homme à fission d'acte le titan à longue enjambée d'histoire. Ton rêve m'importe, tes courses frénétiques enlisées dans les sables mouvants m'importent, tes faux pas m'importent autant que ta démarche sûre vers l'homme total et tes obsessions, et ton errance pardie, tes doutes, tes certitudes, ta liberté fauve de nomadisme. Je partage le sel et le pain avec toi lorsque j'éjacule un poème. Et nous savons tous, superstitieux ou pas, ce que cela veut dire. Nous nous entrevenons pour que le sang soit entre nous la seule frontière d'exigence. Le poème, le partage, le silence nous tuera. Toute vie privée est un scandale. Je me présente. Tête nue. Provocateur. Oui, pour provoquer le créateur qui est en toi. Tous les créateurs qui sont en vous. Crieur public en affiche de neurones placardés sur le mur du silence. Spéléologue du soulèvement prochain. Spectateur. Spectateur. N'acceptez pas le silence. N'est pas homme celui qui accepte le silence. Chacun s'impose son silence. Cadavre, cadavre. Derrick. Minaret de cadavres. Candidat au suicide quotidien. Vous vous suicidez chaque jour en acceptant le silence. Vous suicidez chaque jour en acceptant le silence. Vous raidissez, cadavérisez, jaunissez. Chaque jour en clouant vos glottes et vos poings. Chaque assemblée est une manifestation. Sinon c'est un cimetière. Je vous le dis. L'homme parlera. Son règne arrivera. Le mouvement estudiantin au Maroc a pris beaucoup d'importance. On a ouvert les portes à beaucoup d'intellectuels ou même simplement d'étudiants contestataires. Je pense qu'au fur et à mesure, quand ils se sont liés plus à des organisations syndicales... C'était plus des artistes engagés,
C'était des gens qui faisaient de la politique. Et quelque part, à partir de ce moment, on a été noyé par cette arrivée massive que nous avions souhaitée. Et là, c'est peut-être l'évolution. En passant à un autre format, changeant de format, c'est un peu pour marquer symboliquement ce changement. Quand on regarde même le visuel de la revue, on voit qu'il y a une évolution dans les positions que l'on prend pour faire passer certains messages. Et surtout, en produisant une version arabe. Ça a ouvert aussi un écho plus large. Mais l'arabe est plus radical que le français. Et les textes, ils étaient politiques et directs en plus. On a commencé à avoir des textes politiques, mais on n'a pas manqué de matière. Des piles comme ça de textes en attente d'être publiés. Des analyses sur les grèves, sur les luttes sociales, politiques, des analyses de la situation, c'est-à-dire des mouvements de lutte dans d'autres pays, ou une analyse de la situation politique normalement. C'était une revue politique. Et même l'audience de Souffle a beaucoup augmenté. Parce que c'est des sujets qui, eux, intéressaient plus les gens. La revue Souffle de la première époque, elle était quasi confidentielle. Le peuple ne connaissait pas, ni les étudiants, ni même une grande partie de l'élite ne connaissait pas ça. En revanche, quand on a fait le virage à partir du mur en Palestine, le mur en Palestine a eu une très grande diffusion. Et là-dessus, c'est enchaîné la nouvelle version qui a bénéficié un peu de cette aura. Donc c'est par degrés que Souffle est devenu Souffle est devenu Souffle. ARC, Association de recherche culturelle Rabat, manifeste pour une culture du peuple. Le peuple est le dépositaire de la culture nationale et son créateur. Tel est le principe premier qui doit guider notre action et notre réflexion. Un peuple soumis à l'exploitation économique, à la répression politique, à la domination étrangère et aussi frappé dans ses facultés créatrices. La paralysie actuelle de la culture marocaine est ainsi le résultat direct de la politique générale du système basée sur la répression de l'initiative des masses populaires et la négation de leur potentialité créatrice. De la domination étrangère ou néocolonialisme basée sur le mépris de la culture des autres peuples et qui continue son entreprise de conquête culturelle et idéologique. Certaines figures de la scission écrivaient à Souffle, notamment l'Abi Sarfati. Il y avait aussi Shba, Mohamed Shba. Une partie des animateurs de Souffle sont là, mais aussi des militants, voire des dirigeants du PLS, comme Aziz Blel. Aziz Blel était à l'ARC. Donc l'ARC regroupait tout ce milieu intellectuel artistique lié à Souffle, mais aussi au PLS. Pour qui créer? Travailler pour les masses laborieuses, les fellah, les ouvriers, les jounouds et les intellectuels révolutionnaires. Pour cela, chacun de nos actes doit répondre aux questions. Ce que nous faisons est-il utile au peuple? Ce que nous faisons fait-il avancer la révolution? Ce que nous faisons résulte-t-il d'une vision? Ce sont les rencontres qui ont fait le nouveau destin de Souffle, en particulier avec Abraham Serfati. Un ingénieur qui, lui, est un marxiste-léniniste convaincu. Il avait participé à la résistance anticoloniale au sein du Parti communiste marocain. Abraham Serfati, il a fait partie des militants qui sont venus de l'ex-parti communiste. Qui va rejoindre la revue et devenir avec Abdelatif Labi éditeur en chef de la revue. Ce n'étaient pas des pisse-froids. Ils avaient une vitalité, une énergie. Et c'est là que la revue va prendre un tournant très politique, prônant justement à la révolution. On me confiait, sous le sceau du secret, avec des airs empruntés plus ou moins mystérieux de ceux qui savent plus de choses que vous, que le nouveau Souffle se faisait harakiri de par sa propre volonté, en changeant de direction brutalement et sans crier gare. La responsabilité du coup de barre serait revenue au poids et à l'influence devenue prépondérante du malfaisant
Abraham Serfati, marxiste extrémiste, en rupture de banc, qui s'était mis en fait déjà hors du Parti communiste marocain, devenu, on le sait, une organisation calque sous l'étiquette de Parti de la Libération et du Socialisme, le PLS. Cet agitateur, considéré comme aussi dangereux qu'activiste déraisonnable, serait arrivé à subjuguer Abdelatif Larbi en le transformant en un instrument de gauchisation politique et idéologique de la revue Souffle. Naguère sage publication francophone éthérée, elle s'est transformée en une tribune plateforme ratissant large dans les rangs clairsemés des individualités de l'extrême gauche, à la recherche d'un cadre pour en faire ce puissant instrument qui servirait, à brève échéance et à terme, à abattre l'État royal, réactionnaire et féodal. Les marxistes-léninistes, ils ont été quand même très importants, qu'on le veuille ou non, dans la vie de cette revue, avant même peut-être que le mouvement marxiste-léniniste ne se structure, parce que c'était aussi des idées qui circulaient, qui structuraient un engagement, une sensibilité politique, sociale, pour ce que on avait envie à l'époque que le Maroc devienne. Nidal. Oui, c'est la militance. Oui, Nidal, ça vient de... Le Monadil, c'est les militants. C'est la lutte militante, c'est le militantisme. Ils étaient trois grands mouvements. Trois. C'est elle-même, la plus grande, la plus radicale. Il y avait 23 mars qui fait référence à la révolution 65 à Gaza. Il y avait les Lakhdom Shab, servir le peuple. Ce sont des maoïstes. Alif, c'est un mouvement. On était dans un mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de centralisme. C'était une nébuleuse de gens qui, en gros, se connaissaient, partageaient les mêmes idées. C'était une scission à l'intérieur du Parti communiste marocain. En juin 1967, j'ai réalisé clairement que les dirigeants du Parti communiste marocain n'avaient rien de marxiste. On ne peut pas être marxiste et raciste. Et ils étaient racistes. Et je vous ai dit, il y avait la division de deux communautés au niveau politique. La communauté juive marquée par le sionisme et les musulmans marqués par le nationalisme arabe dans sa forme classique du nasserisme ou du baasisme, c'est-à-dire de confondre judaïsme et sionisme. Alors lorsque des gens qui se disent marxistes disent ça, il n'y a plus qu'à leur tirer son chapeau. Et j'ai réalisé en même temps que ce parti vivait une contradiction profonde entre son idéologie nationaliste et son suivisme vis-à-vis de l'Union soviétique, et que ça devrait éclater. Et j'avais donc décidé en juin 1967 de rompre avec le Parti communiste marocain. Finalement, il y a eu la rupture en août 1970. En parallèle, il y avait BAN, qui avait une autre histoire. Alors il y a eu un changement à l'intérieur de l'Union nationale des forces populaires. Il y avait une partie dynamique et progressiste et révolutionnaire à l'intérieur de ce parti qui a choisi de construire le mouvement du 23 mars. Il a en main la plus grande syndicat sur l'UMT, l'Union marocaine des travailleurs. Puis après, au sein du 23 mars, il y a eu une scission. Un courant plus radical a constitué servir le peuple. Les plus radicaux, ils disent qu'on ne peut pas faire de vraie politique, de militer avec ce système. Donc il faut qu'on se dissoude dans le peuple. Donc il y avait l'organisation, ce qu'on appelle centrale. Ça, pas tout le monde va y accéder, donc c'est une organisation, disons, clandestine, donc les gens étaient organisés dans des cellules, etc. Et il y avait ce qu'on pourrait appeler des secteurs dans le mouvement de masse qui étaient liés à ces organisations. Le secteur le plus important, c'est le mouvement étudiant. Et donc là, il y avait ce qu'on appelle le frein, où on trouvait des éléments des étudiants du 23 mars et des étudiants d'INLMM. Et des sympathisants.
Et donc le Front, c'était un peu le bras estudiantin du mouvement marxiste-léniniste. Et ils étaient si puissants, si forts, qu'ils ont pu dominer l'Union nationale des étudiants du Maroc. Il essayait de s'implanter dans des milieux ouvriers, notamment à Khouribga, Phosphate. Ils avaient une presse tractée, ils imprimaient, donc c'est... C'était très brouillon. Hein. Enfin, ils n'étaient pas tous marxistes-léninistes de la même façon. D'ailleurs, je ne sais pas bien leur différence. C'est difficile de comprendre, pour moi en tout cas, quelles étaient les divergences, quels étaient les désaccords. Et en quoi consistaient ces désaccords et sur quelle base. Mais ça, ces différences, ces petites différences, ça ne touche pas notre espoir. En théorie, notre idéologie était marxiste-léniniste, mais en pratique, on n'avait pas vraiment une formation idéologique. On se réclamait de ça, mais c'était un slogan, tu vois, c'était une manière de s'identifier à quelque chose, mais on était révolutionnaires, on se réclamait du marxisme-léninisme, mais il y en a très peu qui connaissaient les textes fondamentaux du marxisme. À l'époque, il y avait la révolution vietnamienne qui était un modèle. La révolution vietnamienne, il y avait la révolution chinoise. C'est ça les pays qui nous servaient de modèle. Qui était pour nous un modèle. La Chine maoïste, pour nous, c'était quoi? Ce qu'on admirait, c'était la longue marche. C'était le fait que Mao est arrivé à vaincre l'impérialisme japonais. Aucun de nous n'a lu le livre rouge de Mao. Il y avait une librairie à Casablanca qui distribuait Pékin Information, la Chine en construction, voilà. Oui, les gens avaient lu Mao. Bon, Mao, il était à la mode à l'époque, donc... J'avais pu obtenir les œuvres de Mao à l'ambassade de Chine. On était maoïste par autoproclamation. Parce que je croyais que le maoïsme était beaucoup plus progressiste que le socialisme pro-moscovite. On avait toujours à l'esprit la révolution bolchevique qui était pour nous un modèle. Quand tu te réclamais de révolutionnaire, tu allais te rattacher à quoi? Même si on était très critique vis-à-vis de l'Union soviétique et de la trajectoire qui était prise par le socialisme en Union soviétique, on était critique. Mais la révolution bolchevique restait. C'était une manière de se donner une identité. Il y avait mai 68 également, qui avait sa présence dans notre vision de l'époque. On pense que le Maroc est un pays, est une île lointaine, complètement détachée du reste du monde, mais on était là en 68. Il y a eu un 1968 au Maroc. Là, on est passé aussi à d'autres questions. À quoi nous servons? Nous, nos vraies références, c'était par exemple le Ferré, c'était Jean-Paul Sartre. Il y avait des films comme Octobre Rouge, de Tugratse Potemkin. Littérature, c'était Boris Vian, c'était Balibar, tout ça. En poésie, c'était les grands poètes que tout le monde connaît maintenant. Neruda, Mayakovsky. On était un peu dans cette bulle. Et avec l'engagement dans la politique, on découvre d'autres personnes. Marx, donc c'était en fait Lénine, tout un milieu Mao Zedong, d'intellectuels et d'étudiants. En chimie. Et notre référence capitale, c'était Che Guevara. Parce que pour nous, il était beaucoup plus accessible que Marx ou que Engels. Lui, il était dans l'action. Compañeros y compañeras, la revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. Donc, à cause de tout ça, c'est la vision qu'on avait à l'époque. Nous, on cherchait, ensemble.
On croyait surtout que la révolution était proche. C'était une forme de spontanéisme qui s'était donné une idéologie. Le concept de spontanéité, il y a beaucoup à réfléchir. C'est un problème complexe. L'emprise des concepts léninistes dans la pensée révolutionnaire dans le monde fait que, ou bien quelque chose est parfaitement organisé par un parti révolutionnaire, comme c'était le cas pour la Révolution d'octobre, ou bien c'est spontané. Il y a tout ou rien. Or, en fait, les choses sont plus complexes. Le penseur qui a le plus réfléchi là-dessus, c'est Sartre, sur la notion de masse en fusion, en tout cas il y a le terme fusion, mais où l'impact des idées révolutionnaires amène à certains moments de l'histoire les masses populaires à se rassembler dans des luttes révolutionnaires, comme ça a été le cas pour les principales manifestations au Maroc. Je pense qu'il faut faire la sociologie aussi de cette époque-là. Bon, cette concentration, entre guillemets, intelligentsia, permettait des liens entre des gens qui venaient d'horizons différents, d'origine populaire, dans une partie d'entre eux, concentrés dans un espace donné, qui discutaient, qui débattaient. Il y avait aussi les ambassades, les stands culturels, notamment soviétiques, etc., qui leur permettaient d'accéder à la littérature marxiste. Il y a tout ce milieu qui lisait Souffle, qui lisait Enfes, ce milieu d'étudiants, mais pas que, bien sûr, des enseignants du secondaire qui étaient d'anciens étudiants, qui étaient un peu le relais aussi. On se réunissait autour d'une bière, un plat de crevettes. C'était très, très bonhomme, très, très sympathique, tu vois. On échangeait beaucoup. Hein. Il y avait quand même une bonne base de lectorat pour Souffle, pour cette nouvelle Enfes. Nous n'avons nulle envie d'enrichir les bibliographies des universitaires poussiéreux. Les chiens de garde n'auront rien à se mettre sous les crocs. Qu'ils regardent ailleurs. Nous ne serons ni objectifs ni scientistes. Notre langage ne sera pas le leur. Nous haïssons le jargon et l'ésotérisme, ce dernier rempart de la mystification. Il y a cette idée qu'une fois que la revue Souffle s'engage dans la voie du marxisme-léninisme, s'engage pour la question palestinienne, qu'il y aura plus d'interventions militantes et moins de poésie. Il y a peut-être un déplacement, en fait, d'une réflexion et d'une expérimentation dans la poésie de langue française vers une réflexion sur l'expérimentation dans la poésie de langue arabe, et en particulier la poésie palestinienne de langue arabe. Mahmoud Darwish, Sameh al-Qassem, Fadwa Toukran et d'autres. Et là, Labi va devenir traducteur. Quand on traduit, on écrit. Quand Abdelatif Labi traduit Sameh al-Qassem, il parle dans sa voix en quelque sorte. Et donc j'ai voulu réfléchir aussi à comment est-ce que ce processus de traduire les poètes palestiniens dans la langue française était aussi une façon de décoloniser la langue française. La résistance anticoloniale, la poésie de combat, elle va être transposée en langue française. Et donc il y a aussi une façon de rejouer la décolonisation dans la langue française. Nous ne sommes pas entièrement décolonisés. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça que la Palestine continue de nous fasciner à ce point. Il y a une sorte d'anachronisme de la question palestinienne. Arabe. 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 Un nom à retenir. Grande voix de mes déserts sismiques. Un peuple marche. Sur 8000 kilomètres, il dresse des tentes, des bases de commando. Combien sommes-nous? Oui, combien, messieurs les statisticiens des douleurs? Avancez un chiffre. Et les masses prophétiques rétorquent en équation infaillible, aujourd'hui, nous sommes tous des réfugiés palestiniens. Demain, c'est nous qui créerons 2, 3,
15 Palestines. Qu'est-ce qui se passe quand un Marocain s'identifie avec la Palestine? Quel est le potentiel politique de cette articulation d'une identité qui n'en est pas une? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de s'identifier avec la cause de l'autre? Qu'est-ce que ça rend possible? Là, je me suis inspirée aussi du travail du philosophe Jacques Rancière sur l'identification impossible. Et lui, il part en fait de la manifestation du 17 octobre 1961, lorsque des citoyens français se sont désidentifiés avec l'État français qui tuait des Algériens en leur nom. Il y avait une toute petite minorité de citoyens français qui, eux, voulaient rendre visible ce qui s'était passé. Mais pour lui, il s'agit d'une identification impossible avec les Algériens. La solidarité pro-palestinienne se fait autour de ces identifications impossibles. En dépit d'eux et peut-être à cause d'eux. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le fait de s'imaginer être un autre. Qui passe par la métaphore, qui passe par « je suis un autre ». Et pour nous, il était extrêmement important que les signatures de la revue ne soient pas seulement à consonance arabe. Et qu'on était très, très, très heureux qu'il y ait d'autres signatures et qu'il y ait surtout une signature comme celle d'Abraham Sarfati. C'est-à-dire la présence du judaïsme maghrébin et actif par ailleurs. Il a beaucoup plaidé en tant qu'antisioniste pour défendre la cause palestinienne. D'ailleurs, Israël l'avait inscrit sur une liste noire. C'est tout juste si le Mossad ne l'a pas fait exécuter. Parce que... C'était important que la question palestinienne ne soit pas une question anti-judaïsme. Parce que ça nous donnait des clés de compréhension, ça nous rendait moins cons, pour être... La réalité du racisme dans l'État sioniste ressort dramatiquement des deux citoyens de cet État, l'un musulman, l'autre juif. La réalité du sionisme comme entreprise impérialiste, la réalité du sionisme comme entreprise d'aventuriers qui n'ont jamais voulu créer un foyer pour les juifs persécutés, mais construire un État raciste expansionniste, enclave de l'impérialisme. La réalité du désert fructifié, en quoi diffère-t-elle de la réalité coloniale et néocoloniale que nous connaissons? En quoi diffère-t-elle des orangeries du Sousse? Face à cette impasse, face à ces crimes commis au nom du judaïsme, se dresse la perspective du monde arabe fraternel de demain. Un des aspects très importants de la décolonisation pour ces penseurs, c'est aussi de dénaturaliser cette notion que les Juifs ne sont pas, entre guillemets, indigènes au Maghreb. Et ça nous permettait de déjouer plus facilement l'instrumentalisation de la question palestinienne par les pouvoirs, qui étaient dans des positions extrêmement démagogiques et qui servaient surtout à afficher une position nationaliste. Lorsque le Maroc était sous protectorat, et qu'il y a eu la Grande Guerre en France, Pétain, il a demandé au roi, avant l'indépendance, il s'appelait Sidi Mohamed Ben Youssef. Il leur a demandé de lui livrer les Juifs marocains. Il a refusé en disant les Juifs marocains sont mes sujets au même titre que les musulmans. Et ça, les Juifs ne l'ont jamais oublié. Nier le judaïsme du Maghreb, ça veut dire renforcer la dimension musulmane. Et c'est ça la dynamite. Abraham Sarfati, dans ce numéro spécial sur la révolution palestinienne, consacre un long article à la question des Juifs du Maroc et en fait à la disparition progressive de la communauté juive du Maroc, qu'il impute à la fois à ces politiques d'assimilation préférentielle envers les Juifs, donc politique minoritaire coloniale, et aux politiques sionistes qui ont recruté les Juifs marocains pour immigrer en Israël, où ils allaient servir de main-d'œuvre peu chère. Ce qui a gâché un peu la situation, c'était la guerre de 1967. L'expansionnisme israélien, l'occupation de la Cisjordanie, mais le plus grave pour les musulmans, ça a été l'occupation de Jérusalem. Il y a eu des violences au Maroc, mais c'était des actes individuels. Puis il y a eu la peur.
une agence qui s'appelle l'Agence Juive, avait, dès les années 50, envoyé des personnes qui incitaient les Juifs à émigrer. Et évidemment, ils les incitaient en disant, voilà, on vous promet un lopin de terre, etc., etc. En plus, qui leur disait, vous n'avez plus votre place dans ces sociétés. Pour leur propagande, ils avaient des événements qui étaient là, qui étaient parfois la lutte armée, parfois des actes antisémites. Ils en ont fait leurs outils de propagande et ils ont poussé beaucoup de communautés à partir. J'ai fait des reportages au port de Casa quand ils sont allés chercher les paysans. C'était des Berbères. Ils les ont amenés au port de Casa. Les pauvres, ils ne savaient même pas où ils étaient. Ils ont force. Ça, c'est les sionistes, ça. Et Hassan II avait vendu, avec Oufkir, ils ont touché de l'argent par tête. L'État palestinien n'existe pas encore. Edward Said, il fait un travail philologique de réflexion sur le mot utopie, qui provient de ou et topos en grec, et utopia, un bon lieu, ou bien utopia, non-lieu. Et donc il fait un travail de réflexion sur le fait que la Palestine n'est pas un véritable lieu. Et là, il écrit en 1979, c'était le cas en 79, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, Mahmoud Darwish vient d'un village qui n'existe plus, mais qui a existé et qu'il reproduit dans ses poèmes. Et aussi cette idée que c'est un lieu idéal, un bon lieu. Cette idée-là de la Palestine comme étant à venir. Elle n'existe pas, mais elle est à venir. Et donc on peut y projeter ses désirs, ses idéaux, son imaginaire du futur. Encore une fois, la poésie est capable d'entrevoir le futur, de concevoir une nation qui n'existe pas encore au sens matériel, mais qui s'affirme déjà dans l'esprit. Toutes ces années-là, ça a été des années de contestation ouverte avec le régime de la part des marxistes-léninistes, dont Souffle. La coloration marxiste-léniniste, ça, effectivement, c'était autre chose. Autre chose, c'est-à-dire c'est beaucoup plus marqué. Et comme il y avait des grèves à ce moment-là, surtout au début des années 70, il y a eu des mouvements de grève assez importants. Donc là, c'était une autre histoire. Pour eux, c'était devenu de la radicalité politique. Leur position était frontale. C'est pas, je veux dire qu'ils n'avaient pas des armes. Tout au moins, j'en sais rien. Quand on a fondé l'organisation en août 70, moi j'avais dit à mes camarades, quand les flics vont se rendre compte de ce qu'on fait, ils vont nous liquider physiquement les uns et les autres. Parce que tant que le pouvoir il a affaire à des formations politiques issues du mouvement national, avec lesquelles il y a des partis qui sont légaux, qui travaillent dans la légalité, et avec lesquels il y avait des compromis, des moments de répression, des moments de compromis, etc., c'était une chose. Mais c'était autre chose quand, évidemment, c'était des mouvements qui échappaient un peu à cette configuration-là pour le régime. Si on voulait continuer à être des citoyens normaux dans un pays prétendument normal, on est obligé de suivre les alliés de la politique, ou bien on se suicide. C'est-à-dire que la démarche frontale de Souffle, pour moi, c'est du suicide à la fin. Donc, 21 ans après, ce dont je m'étonne, c'est d'être encore vivant et libre par-dessus le marché.
On vous a fait mal, mais vous pourriez de la même manière faire mal, à votre tour. Non pas punir, car vous êtes chef d'État, vous avez pris une décision, mais faire mal. Non. Non. Non, je suis ferme, sévère. Si demain, il fallait vraiment prendre une décision brutale, sanglante, pour sauver la majorité de ce pays contre une minorité, je le ferai. C'était Il dévorait la ville en imagination, épisode 4, un acte poétique par excellence. Avec, par ordre d'apparition, Abdellatif Zerouel, Zekia Daoud, Ahmed Bouraba, Abdellatif Laabi, Jamal Belakhdar, Ghislain Ripaud, Marc Gontard, Olivia Harrison, Kenza Sifrioui, Mohamed Jibril, Amin Abdelhamid, Abdelkader Lakta'a, Abraham Serfati, Houssine Tanjaoui, Ernesto Che Guevara, Hassan II. Les textes sont extraits de la revue Souffle. Ils sont interprétés par Yasmine Bouja, Louise Achas, Boutaïna El Fekak et Wahib Mortada. À la création sonore, Nicolas Makoumi, Guillaume Solignat au mixage. Produit à l'INA par Laetitia Fourmont, Sophie Heria et Delphine Lambard. Écrit et réalisé par Ella Bellone.